En manchette ce soir, l'heure du remaniement a sonné à Québec. François Legault devient ministre de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est certain qu'on aurait souhaité tout de même avoir un ministre issu de notre territoire qui connaît les enjeux. Le Centre d'amitié autochtone annonce des retards dans ses projets. On veut que le Centre d'amitié soit une fierté partagée par l'ensemble de la population. Et grand retour d'Opération Nez Rouge à Rouyn-Noranda. Je, François Legault, déclare sous serment que je remplirai les devoirs de ma charge de responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue avec honnêteté et justice. Bon début de soirée, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA 18h. Bon, on vient de l'entendre, le premier ministre François Legault s'est officiellement nommé ministre responsable de la région en marge de son remaniement ministériel de cet après-midi. Et Olivier, comment est reçue cette nomination dans la région? Eh bien, Anthony, je vous dirais que c'est accueilli de différentes façons. Selon les citoyens que nous avons rencontrés ce matin, ils avaient de grandes espérances à ce niveau. Ils espéraient qu'un député de la région soit nommé ministre de la région. De son côté, le président de la conférence des préfets de la MRC de l'Abitibi-Témiscamingue, Jean-Claude Bégin, voit cette nomination de manière prudente, mais il souligne à quel point qu'elle est symbolique. Il espère que ça permettra à la région de se faire entendre par le gouvernement. On vous rappelle que la semaine dernière, il avait mentionné le manque de compassion de la part du gouvernement à la suite de l'exclusion de Pierre Dufault du caucus caquiste. Et du côté de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda, eh bien, on voit cette nomination d'un bon œil, puisque c'est une manière, selon son président Stéphane Brown, d'accéder directement à la tête du gouvernement. On souhaite que le premier ministre investisse chez nous, mais c'est certain qu'on aurait souhaité tout de même avoir un ministre issu de notre territoire qui connaît les enjeux, mais avoir le premier ministre, c'est certain que on va être entendu, mais ce qu'on souhaite le plus, c'est d'être compris. C'est certain qu'il y a beaucoup de dossiers qui ont été amenés à la table dans les dernières années et puis on n'a pas eu beaucoup de réponses par les ministres qui étaient en place. Avec M. Legault, on a très hâte de le rencontrer et puis d'amener nos points sur la table et puis de voir les opportunités qui s'offrent en Abitibi-Témiscamingue. Et Olivier, certains ministères qui touchent des enjeux propres à la région voient aussi de nouveaux visages arriver à leur tête. Oui, on a désormais qu'à penser au ministère de la Forêt et des Ressources naturelles qui sera maintenant piloté par Jean-François Simard. Là, il prend la place de Maïté Blanchet-Vézina qui a été écartée du Conseil des ministres. On se rappelle que les négociations en lien avec le régime forestier ont fait couler beaucoup d'encre au cours des dernières semaines. Il y a également André Lamontagne qui cède sa place à Donald Martel au niveau du ministre de l'Agriculture. Et de son côté, Yann Ferrière garde son poste de ministre responsable des relations avec les Premières Nations et des Inuits, mais il va également occuper un nouveau poste, soit celui de la sécurité publique. Et pour la directrice générale du Centre d'amitié autochtone, Edith Cloutier, la décision de maintenir Yann Lafrenière à ce poste est saluée. C'est une continuité. Je pense qu'il y a des grands enjeux qui nécessitent un bon leadership du gouvernement, pour parler avec les Premières Nations sur l'enjeu de la forêt notamment. Donc, je pense que dans le contexte, c'est une sage décision de maintenir le même ministre dans ces dialogues et ces discussions-là. En terminant, Anthony, François Legault n'a pas mentionné durant son assermentation de la manière dont il allait gérer l'Abitibi-Témiscamingue. Oui, bien, à suivre. Merci beaucoup, Olivier. Et dans le même dossier, la décision de François Legault ne passe pas pour le Parti québécois. Le député Pascal Bérubé dénonce le choix de François Legault de prendre en charge l'Abitibi-Témiscamingue à titre de ministre régional. Voici mon entrevue. Donc, M. Bérubé, après les rumeurs, après les spéculations, c'est fait. François Legault est maintenant ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, en plus d'être premier ministre et ses autres fonctions. On en pense quoi de ça? C'est quoi vos premières réactions? D'abord, le premier ministre refuse de faire confiance à un de ses 3 députés de l'Abitibi-Témiscamingue pour une deuxième fois. Alors, je ne sais pas ce que ça dit sur sa confiance, mais le résultat est là. Que le premier ministre prenne la responsabilité, c'est essentiellement pour éteindre la contestation dans votre région, mais sachez qu'il n'aura pas le temps de s'en occuper vraiment. Moi, je pense qu'un ou une députée de la région qui est à la table du Conseil des ministres à chaque mercredi a un impact. Moi, j'ai fait ça pour le Bas-Saint-Laurent.
Et la Gaspésie, les îles se trouvent dans la même situation que l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, imaginez le regard que les citoyens de l'Abitibi-Témiscamingue vont porter sur les candidatures de la CAQ l'an prochain. Il ne vous veut pas comme ministre de notre région, le premier ministre. Pourquoi on voterait pour la CAQ? Pourquoi il ne vous fait pas confiance? Ce que Pierre Dufour a dit est plein de sens. Puis à rigueur, je pense qu'il aurait accepté que ce soit quelqu'un d'autre. Je ne comprends pas ça. Il me semble que le message est clair. Les préfets, la population, c'est pas sans raison. Cette région est en concurrence d'une certaine façon pour l'attention du gouvernement avec d'autres. Et elle a des besoins très particuliers, très uniques compte tenu de son historique et de sa réalité. Alors, je comprends les gens de vouloir un ou une ministre. Il y en a des députés, mais pas assez pour qu'ils soient ministres. Je pense que nous, on peut le dire pour les gens d'Abitibi-Témiscamingue et assurer que dans un prochain gouvernement, on va faire confiance aux députés élus par la population pour les représenter au Conseil des ministres. Mais évidemment que vous n'êtes pas dans sa tête, mais est-ce que justement vous pensez que ces décisions-là est due justement à comment je pourrais dire ça, peut-être un déficit de crédibilité dans le sens que Pierre Dufour a été exclu vendredi dernier, Monsieur Bernard a ménagé en Estrie dans les derniers mois et Mme Suzanne Blais n'a pas nécessairement évoqué son envie d'être ministre responsable de la région. OK. Réglons ça un cas par cas. 2022, il avait l'occasion de nommer une des 3 personnes qui étaient à l'Assemblée nationale. Donc, il avait retiré le poste de ministre à Pierre Dufour. Il aurait pu le ramener. Il ne l'a pas fait. Il aurait pu nommer M. Bernard. Je suis assez convaincu que ça aurait peut-être convaincu M. Bernard de rester plus longtemps en Abitibi s'il avait été nommé ministre. D'ailleurs, il n'a pas répondu à cette question-là. Qu'est-ce qui serait arrivé si on l'avait nommé ministre en partant en 2022? Mme Blais, députée également d'Abitibi-Ouest. Juste vous dire, il y a quand même un contraste assez important. Dans Abitibi-Ouest, juste avant Mme Blais, c'était le vice-premier ministre du Québec et ministre de l'Agriculture qui s'appelle François Gendron qui était au gouvernement. Vice-premier ministre, ministre de l'Agriculture, puis là, on ne considère même pas la députée locale. Je pense que l'Abitibi a besoin de retrouver de la force au Conseil des ministres. Et croyez-moi, on va y travailler. On a tenu notre caucus à Rouyn-Noranda il n'y a pas si longtemps que ça. On reviendra et on a certainement beaucoup d'ambition pour la région. Donc, au final, c'est ça, de ce que je comprends, c'est vraiment, pour vous, c'est vraiment pas au rôle du premier ministre du Québec d'assumer ce type de fonction-là au vu des autres responsabilités qu'il peut avoir. Non, puis imaginez le message que ça envoie à la Gaspésie, les îles, qui, eux, n'ont pas la chance d'être représentés. Je veux dire, le premier ministre a beaucoup à s'occuper. Il peut quand même avoir une attention très particulière pour la région. Je vais vous donner un exemple. Bernard Landry a déjà été le président du plan de relance à Gaspésie, mais il n'était pas le ministre responsable de la Gaspésie. Il y en avait un qui était sur place. Alors, il peut faire tous les efforts qu'il veut pour l'Abitibi, Témiscamingue, y aller quand c'est possible, faire des annonces, rencontrer des intervenants de la région, sans être le ministre responsable, mais en y accordant beaucoup d'attention. Alors, je trouve que ce n'est pas une solution. Ça peut paraître spectaculaire, mais je ne crois pas qu'avec tout ce que le premier ministre a dit aujourd'hui quant à ses intentions, qu'il y a vraiment, là, dans le discours, là, à un moment, on dit de toutes les régions du Québec, c'est l'Abitibi-Témiscamingue qui devrait avoir une attention accrue. Écoutez, on verra au résultat, mais j'ai un peu d'expérience, là. Ça m'apparaît particulièrement utopique. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest présente partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées. En nouveauté, le service de téléconsultation. Et à la question du jour, on vous demandait, croyez-vous en la pertinence du remaniement ministériel de François Legault? Et vous avez répondu non à 83 %. À Val-d'Or maintenant, les projets du Centre d'amitié autochtone poursuivent leur chemin, notamment les logements de transition et d'agrandissement du centre. Un reportage de Zachary Desrosiers. Les projets du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or continuent d'avancer, malgré du retard. D'abord, le chantier de 23 logements de transition Anwatan-Miigwech sur la 4e avenue avait été interrompu en février dernier à la suite d'un incendie criminel. Les travaux ont repris au début de l'été. Un incendie criminel implique plusieurs éléments, dont une enquête policière, une évaluation des assurances de l'entrepreneur. Donc, le chantier a été complètement fermé pour tout ce processus-là. Donc, ça a pris plusieurs mois. L'incendie a été déclaré en février de cette année. Et là, on vient de reprendre les travaux là, au courant de l'été. Donc, oui, ça
Ça a mis vraiment un frein là, à notre échéancier qui, initialement, on entrait nos locataires ce mois-ci, là, cette semaine-ci. Là. L'entrée des futurs locataires est toujours en préparation. Bien, ça, c'est un des volets du travail sur lequel on est en train de se pencher. C'est que le centre doit d'abord vraiment dresser là, les profils de population. Maintenant, c'est de voir de quelle manière on établit les priorités d'accès. On veut autant d'hommes que de femmes. Donc, on a un exercice à faire autour de cette évaluation-là. En parallèle, le Centre d'amitié autochtone travaille d'arrache-pied pour les services qui seront offerts directement aux résidents. Puis, ce qu'on fait aussi en parallèle, c'est de structurer l'offre de services. On a une offre de services à l'intérieur du Centre d'amitié autochtone. Comment on va transposer ces services-là, ou du moins amener nos services directement auprès de nos locataires et comment on organise tout ça. Donc, oui, on a beaucoup de travail actuellement sur la planche. S'il n'y a pas d'embûches dans les constructions, le projet Anwatan-Miigwech accueillera ses premières personnes le 1er juillet 2026 et les agrandissements et la rénovation du Centre d'amitié autochtone se terminera en automne 2026. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Bonne nouvelle pour les âmes festives, c'est le grand retour d'Opération Nez Rouge à Rouyn-Noranda après 1 an sans activité. Un reportage de Roxane Caillouette. Après une absence remarquée l'an dernier à Rouyn-Noranda, Opération Nez Rouge revivra grâce à la Maison des jeunes de Rouyn-Noranda. En fait, la Maison des jeunes a fait le choix de reprendre Opération Nez Rouge dans le but... Bien évidemment, pour le financement. C'est sûr qu'en tant qu'OBNL, on a besoin de financement annuellement pour soutenir, en fait, toutes nos activités, puis tout notre financement de base, en fait, pour les ressources humaines, matérielles et financières. Ça fait toute partie. Les préparatifs pour les opérations se mettent tranquillement sur pied et les organisateurs ont des objectifs clairs en tête. Notre objectif principal, c'est de bien repartir le projet. De juste remettre ça en place. C'est une grosse machine. Il faut se l'approprier aussi. Donc, juste de bien rendre le service sera déjà un bel obstacle d'accompli. Le but de reprendre une telle opération, c'est pas de la repasser par après. En fait, les dauphins l'ont eu pendant énormément d'années. On s'est dit, ben tu sais, pourquoi pas, nous, on est capable maintenant, on a l'effectif pour, on a le goût de vivre ça, puis on a aussi besoin de ces sous-là, mais aussi de faire le rayonnement dans la communauté. Les jeunes qui fréquentent la Maison des jeunes auront plusieurs rôles à jouer avec ce nouveau défi. Ils peuvent préparer des choses, en fait, pour les bénévoles, parce qu'on veut les chouchouter, les bénévoles qui vont venir. Ils peuvent faire des représentations aussi quand on va aller chercher du partenariat, montrer la jeunesse, à la mettre de l'avant. Puis aussi, ben, ce qu'on veut avec eux, en fait, c'est sûr, c'est les sensibiliser à plus long terme, parce qu'on travaille, en fait, à les faire devenir actifs et critiques et responsables à l'âge adulte. Fait qu'il va y avoir des activités de sensibilisation, il va y avoir des soirées d'animation, puis ils vont entendre parler de Nez Rouge, puis c'est quoi, qu'est-ce que ça fait. Les dates d'inscription pour les bénévoles n'ont pas encore été annoncées. Suivez la page Facebook d'Opération Nez Rouge Rouyn-Noranda pour tous les détails. Quant aux autres villes de la région, les services de Nez Rouge n'ont pas été encore confirmés. Roxane Caillouette, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et toujours à Rouyn-Noranda, plus de 266 personnes ont pris part jusqu'ici au programme de biosurveillance de l'arsenic mené par la Fonderie Horn. Des campagnes de prélèvement d'urine et d'ongles d'orteil sont étudiées par la firme indépendante Etraisic. Des échantillons environnementaux ont aussi été recueillis sur 109 propriétés. Le programme a pour but d'offrir aux citoyens l'opportunité d'évaluer leur exposition à l'arsenic et de documenter l'exposition de la communauté. La 3e campagne de prélèvement a présentement lieu, et ce jusqu'au 21 septembre. Les résultats des analyses seront dévoilés aux participants en octobre. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Bonjour, c'est Alexander Wallacek du Festival de Contes et légendes en Abitibi-Témiscamingue et on a dévoilé toute notre programmation aujourd'hui. Tout ça après la pause. Merci. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Du 22 au 24 août dernier, 13 équipes et 36 jeunes de 6 à 14 ans ont répondu présents à la 10e édition du tournoi de balle-molle de la ville de Matagami. Organisé avec le soutien financier de l'administration régionale Bay James, les festivités se sont poursuivies toute la fin de semaine avec un DJ, des structures gonflables et un spectacle sous le chapiteau.
BSADC, partenaire de l'économie de la région. Tu veux ramasser ça. 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 On a ce qu'il faut. Location MSN de Val-d'Or. Fier de célébrer avec vous notre 20e anniversaire et de présenter la chronique culturelle. Au Culturel Justine, le Festival de contes et légendes a dévoilé ce matin sa programmation complète. Eh oui, plusieurs activités attendent les festivaliers au mois d'octobre prochain. Alors, dans seulement quelques semaines, le festival s'en vient et ça va commencer avec Trilogie, qui est un projet artistique collaboratif qui va rassembler les arts visuels, le conte et la musique. Ce sera à ne pas manquer. Mais il va aussi également y avoir Mélanie Nadeau qui va présenter Bretelles et Dentelles qui rassemble 5 histoires dont elle est également l'auteur. Il va aussi y avoir le concours de la plus grande menterie, les bouchers légendaires, le grand match d'impro versus les conteurs et plus encore qui font aussi partie de la programmation, pardon. Et il va y avoir des activités partout en région. Oui, le festival se déroule majoritairement à Val-d'Or, mais il va également y avoir au Témiscamingue, à Macamic et à plein d'autres endroits. Voici comment le comité organisateur a intégré la thématique en chantier dans la programmation du festival. On s'assurait vraiment de retourner dans les bases, autant du festival pour le monde qui va être présent. C'est vraiment comment on va dire, c'est un peu comme bâtir les bases du conte un peu ici en Abitibi avec le festival, puis vraiment être capable de présenter de quoi qui intéresse à tout le monde, puis qui suit quand même une bonne fondation en même temps. Puis s'assurer que les gens veulent revenir au Festival de contes et légendes, veulent revenir voir ce qu'on a à présenter et continuer à bâtir le festival avec nous dans le futur. Je pense que ça prouve qu'on est capable de le faire en respectant quand même qu'est-ce qui est des événements que le monde aimait dans le passé. Tu sais, le concours de la Grande Menterie, ça fait longtemps qu'on le fait à Val-d'Or. Le monde l'apprécie beaucoup. Puis en même temps, d'être capable de le mettre en... c'est ça, tu sais, comme les bouchers légendaires aussi qui sont le même soir, juste réinventer un petit peu. Puis en mettant une tournée vraiment d'impro contre conteur en même temps, tout dans la même soirée. Je pense que ça démontre qu'on trouve ça important de respecter ce que le festival a déjà bâti en mettant notre nouvelle touche au CA avec la nouvelle direction artistique qu'on veut prendre. Et en littérature, l'autrice originaire du Témiscamingue, Isabelle Barrette, sort aujourd'hui le dernier tome de sa tétralogie. Ça en fait des livres, ça. L'amour dans la grosse pomme. Oui, après avoir découvert l'univers de Julia, de Cassandra et d'Anna, ce 4e tome vous amène dans l'univers de Rose, qui est une éditrice dans l'une des maisons d'édition les plus prestigieuses de New York. Isabelle Barrette se spécialise dans la littérature de romance urbaine. Alors, elle vous invite dans cet univers de 4 amis qui vivent à New York et qui sont en quête d'amour et d'aventure. Je vous le dis, là, ce tome est disponible dès aujourd'hui en librairie et voici comment Isabelle se sent de terminer cette série avec ce tome qui est particulièrement spécial pour elle. Donc, je suis très, très, très émue parce que c'est aujourd'hui, le 10 septembre, que mon tome 4 sort en librairie. Donc, quand je l'ai tenu dans mes mains, on reçoit toujours nos livres, des copies un peu d'avance. J'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré parce que c'est quand même 4 tomes qui sortent, 4 livres en 2 ans. Puis, j'avais jamais publié avant, donc c'est vraiment une grande aventure qui se clôt. Mais tu sais, j'en ai déjà parlé qu'on est 4 meilleures amies et que j'avais eu cette idée-là quand on était vraiment plus jeunes. Puis, on se tient encore ensemble tu sais, là, je vais avoir 46 ans et on est encore des très, très grandes amies et je me suis inspirée de nous pour créer chacun des personnages. Alors, Rose s'est inspirée de moi. Donc, ce n'est pas moi, mais c'est sûr que j'ai un petit quelque chose de particulier pour Rose. Et c'est ça, en plus, c'est elle qui vient clore cette belle saga-là. Donc, je suis très, très fébrile et émue. Et vous êtes chanceux parce qu'on vous fait gagner la série complète de L'amour dans la grosse pomme. Pour participer, vous avez juste à m'envoyer votre nom complet à l'adresse courriel qui est à l'écran et un chanceux ou une chanceuse parmi vous pourra lire la série complète de L'amour dans la grosse pomme. Si vous êtes fan de littérature, de romance urbaine, eh bien, c'est votre chance de gagner la saga complète. Bon, on vous entend encore. Je sais, il y a un petit bug technique avec l'image, là, mais on vous entend encore. On va terminer avec un Rouyn-Norandien qui se retrouve là, dans la télé-réalité Pignon sur rue.
Et il sera dans nos écrans dans les prochaines semaines dans ce retour de Pignon sur rue qui est de retour pour une deuxième édition dans nos écrans. Et Olivier Audet, c'est un jeune businessman qui va utiliser cette expérience à Montréal pour agrandir son réseau de contacts à travers cette colocation avec 6 jeunes qui viennent de partout au Québec. Pignon sur rue sera diffusé à 18h30 dès lundi prochain, alors le 15 septembre. Voici comment il envisage cette expérience qui s'annonce enrichissante. Oui, c'est ça. Ben, c'est encore un peu irréel. Là. Je pense qu'on est encore dans la partie choc. Oui, on a vécu toute la partie tournage, mais après ça, là, la diffusion, on n'a comme pas encore eu c'est ça, cette expérience-là qu'on a vécue. Fait que c'est sûr que c'est excitant. Puis en fait, Pignon sur rue, c'est venu quand même de manière spéciale un peu. Moi, je connaissais zéro l'émission. 0, 0, 0. Puis j'ai publié une chanson que j'avais écrite sur la recherche d'appartements. Puis je critiquais un peu le marché, l'immobilier à Québec. Puis ça a tombé, quelqu'un de Pignon sur rue a vu justement la vidéo, m'a contacté, m'a dit « Hey, ça te tente dessus? » Puis j'ai fait « Ben oui, tu sais, c'est sûr que si ça nous permet de se faire les dents un peu, connaître déjà, puis rencontrer des gens avant le move officiel à Montréal, ben on va le prendre, c'est sûr. » Fait que tu sais, ça devient une manière accessible, dans le fond, de venir explorer la ville. Tu sais, ce que je viens chercher après ça à Montréal, c'est pour c'est développer mon réseau, en fait, de découvrir l'écosystème, surtout dans l'entrepreneuriat. Parce qu'à Montréal, il y a plein de belles ressources, il y a beaucoup, justement, d'entrepreneurs, puis plus de réseautage qui se fait. La pluie laissera la place au beau temps dans la région au courant des prochains jours. Justine nous en dit davantage plus tard au bulletin. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Au sport, les Huskies les Foreurs perdront quelques joueurs au courant des prochains jours. C'est que ces derniers quittent pour les camps d'entraînement de leur équipe professionnelle dans la Ligue nationale de hockey. Pour les Huskies, c'est le gardien de but Samuel Meloche qui est parti hier à Buffalo pour rejoindre les Sabres, tandis que du côté des Foreurs de Val-d'Or, c'est direction Calgary pour Nathan Brisson et Édouard Bondar qui seront au camp des recrues des Flames. La météo, une présentation de Nikon Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo Justine, le soleil est officiellement de retour dans la région. Ah oui, on le sent déjà se tailler une place à travers les nuages. On sent déjà sa chaleur. Ça fait du bien pour ce soir et cette nuit. Eh bien, on a quelques probabilités d'averses tôt ce soir et des nappes de brouillard au courant de la nuit avec un minimum de 4 du côté de l'Abitibi. Du côté du Témiscamingue, également des petites probabilités d'averses avec un minimum de 9. Demain, le soleil sera présent partout en région avec au niveau de la température des maximums autour de 16-17 degrés. Et en aperçu pour vendredi, eh bien, encore du soleil avec un beau maximum de 22 degrés. Alors, on l'accueille les bras grands ouverts, ce beau soleil-là. En effet, merci beaucoup, Justine. Et voilà, merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. Sur ce, nous, on se retrouve demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.